Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Alors, on commence avec le mammouth. Ben, écoute, on en parle depuis de nombreuses années, l'idée de cloner des animaux préhistoriques. Je pense que la série des films Jurassic Park nous a un peu amené à cette idée-là. Ben oui. Mais disons, je te le dis tout de suite, Bernard, pour l'instant, cloner un tyrannosaure, c'est pas sur la table des généticiens, là. C'est-à-dire, ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore, mais c'est pas exclu qu'à un moment donné, on en voit un apparaître par la lucarne de notre fenêtre. Disons qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ah oui, c'est très complexe. Mais il y a quand même des animaux, parce que la grande problématique dans le cas du clonage, c'est qu'il faut trouver un animal qui est proche aujourd'hui, qui pourrait offrir un peu des cellules reproductives qui soient de la même famille. Donc, le plus proche du tyrannosaure, là, c'est les oiseaux. On est loin. Mais il y a des animaux qui sont quand même plus proches, des animaux qui sont disparus plus récemment. Je pense, par exemple, dans les années 1930, en Australie, il y avait un animal qu'on appelait le thylacine, qui ressemblait c'est un kangourou, un marsupial. Il appartient donc à cette famille, à la même qu'appartiennent les kangourous. Et l'animal ressemblait à une espèce de chien avec des rayures sur le dos. C'est un prédateur et il a été chassé jusqu'à l'extinction. Le dernier est mort dans un zoo aux alentours de 1936. Okay. Mais on a des cellules, encore de l'animal. On avait des embryons qui étaient conservés dans des produits de conservation. Okay. Et comme on a encore aujourd'hui des animaux qui sont des proches parents, les kangourous, d'autres animaux du même genre, les koalas, qui sont des proches parents du thylacine, on pourrait essayer de reproduire, de cloner un thylacine en partant du réceptacle, si je peux dire, de la cellule prise sur un kangourou ou prise sur un koala ou un autre animal du genre. Avec un tyrannosaure, ce serait parce qu'ils sont de la même famille. La même famille, ils sont proches. Alors que le tyrannosaure, c'est ça, c'est compliqué. On est un peu plus éloigné. Mais la nouvelle dont je vais te parler, ce sont des scientifiques japonais qui l'ont réalisée. Parce que si on recule dans le passé, on a tous vu des images des mammouths, ces ancêtres des éléphants, des géants qui étaient couverts de fourrure avec de très longues défenses. Ces animaux ont parcouru la toundra sibérienne il y a à peu près 40 000 ans. Ils ont aussi été chassés jusqu'à l'extinction par nos ancêtres de la préhistoire. Mais on a des descendants qui sont proches. On a les éléphants d'Afrique et encore plus les éléphants d'Asie qui sont de proches parents de ces mammouths. Or, on a trouvé dans le sol, en partie gelé, le pergélisol de cette région du monde, de cette toundra sibérienne, on a trouvé au cours des 20 ou 30 dernières années des fossiles très bien conservés de ces mammouths. Ah bon? Et voilà que des scientifiques ont décidé de passer l'étape suivante. Donc, comme on a des tissus très bien conservés, avec du matériel génétique excessivement de bonne qualité, on a introduit, là c'est assez curieux parce que je suis un peu contradictoire avec ce que je viens de te dire, mais dans une première étape, on a pris de ce matériel génétique et on l'a introduit dans des cellules de rongeurs. Là, tu vas me dire que la cellule de rongeur, on est très loin de l'éléphant. Tout à fait d'accord. Mais c'est ce que je te dis. Je trouve ça très loin, moi. Le rongeur, je le trouve très loin de l'éléphant. Oui, en effet. Mais initialement, l'objectif était simplement de voir quelle était la mécanique cellulaire qui était pour se produire. Bon. Et au grand étonnement des scientifiques japonais, les cellules dans lesquelles on avait introduit ce matériel génétique se sont ravivées. Elles ont commencé à connaître une activité intérieure qui permet de dire la cellule était vivante. Malgré qu'on ait introduit ce matériel génétique très ancien, la cellule est demeurée vivante. Et ça, une première. La cellule du mammouth? Non, la cellule du rongeur. On a enlevé son matériel génétique. Oui. On a introduit le matériel génétique du mammouth. Et là, on aurait pu penser que la cellule était pour mourir. Non. OK, elle est restée active. Demeurée vivante. Avec le matériel génétique Avec le matériel du génétique du mammouth. mammouth. D'accord.
Elle n'a pas été jusqu'au point de se rediviser comme le font les cellules, mais déjà le fait qu'elle est demeurée vivante, c'est la première étape de franchie. On sait donc maintenant qu'en introduisant du matériel génétique provenant d'un ancêtre disparu il y a 20 ou 30 000 ans, si le matériel génétique est de bonne qualité, la cellule réceptrice va demeurer en vie. Okay. Maintenant, on ne reproduira pas un mammouth demain, mais tu comprends qu'on vient de franchir entre le fantasme et la réalité. On vient de passer la première étape. Maintenant, OK, mais pourquoi ils n'ont pas introduit du matériel génétique du mammouth dans une cellule d'éléphant plutôt que dans une cellule de rongeur? Je me suis posé la même question et d'après les scientifiques consultés, c'est que les cellules de rongeurs sont plus viables, sont plus résistantes à des modifications génétiques que le sont des cellules de mammifères comme les éléphants. Donc, on est allé d'un côté de la sûreté. Comme la cellule est plus résistante, on s'est dit, on va essayer avec celle-là. Si elle résiste, on pourra passer avec des cellules de mammifères. Mais l'objectif des Japonais, là, c'est quoi, là? C'est-tu éventuellement d'avoir un tyrannosaure dans un zoo quelque part à Tokyo? C'est quoi? Le tyrannosaure n'est pas dans leur objectif, mais le mammouth, oui. L'idée, c'est de pouvoir reproduire, cloner un mammouth bel et bien vivant d'ici les 15 ou 20 prochaines années. Voilà l'objectif des Japonais. Mais si on le fait pour un mammouth, on pourrait le faire pour un tyrannosaure éventuellement. Encore une fois, il faudrait franchir cette étape de la cellule réceptrice. Qui serait le parent le plus proche du tyrannosaure pour permettre ce genre de clonage? C'est là qu'on a Mais le problème. À défaut de cloner un tyrannosaure, on peut quand même penser à des espèces qui sont plus proches de nous. Je t'ai mentionné le thylacine, mais rappelle-toi, dans la préhistoire, le fameux tigre aux dents de sabre, qu'on a vu dans des images qui n'existent plus, mais dont on a d'excellents fossiles. On pourrait effectivement introduire des cellules du tigre à dents de sabre dans des cellules viables de félins actuels, que ce soit des tigres ou des lions. Donc, on peut dire, on a une possibilité, là, pour l'instant, ce n'est plus du fantasme, on a la possibilité de pouvoir reproduire des animaux disparus récemment c'est ça que je et pour lesquels on a du bon matériel génétique. La possibilité est valable. OK, on pourrait réenrichir d'une certaine façon la biodiversité qu'on a perdue et qu'on risque de perdre avec le réchauffement de la planète dans les prochaines décennies. On va peut-être réussir grâce à cette science de la génétique, on pourra peut-être en ramener dans les générations à venir. En fait, tu as tout à fait raison, Bernard. La grande valeur du génétique, c'est de pouvoir sauver des espèces en voie de disparition. Parce que on a pensé au début de la génétique, on pensait bien sûr pouvoir cloner un foie, cloner des organes pour pouvoir permettre les dons d'organes. On le sait qu'on est toujours un peu en manque de dons d'organes. Mais aujourd'hui, les scientifiques ne sont plus là. Les scientifiques parlent plutôt maintenant d'une reprogrammation cellulaire. La génétique, à ce niveau-là, elle est dépassée. Mais la génétique reste encore le meilleur moyen de pouvoir préserver des espèces en voie de dispersion. D'accord. Il nous reste quelques minutes pour parler de l'objectif Lune des Américains. Maintenant, c'est 2024, parce que, la NASA disait c'était 2028, mais là, le vice-président de Donald Trump, M. Pence, se dit non, 2028, c'est trop long, faut que ça soit 2024. Et tu as raison, il a asséné envers la NASA un discours plutôt vitriolant. Oui. Et tout ça a alimenté cette semaine des théories du complot. Et je t'explique pourquoi. Tu le mentionnes, mardi dernier, le vice-président Mike Pence était de passage en Alabama. En fait, il était à Rocky City, à Huntsville, en Alabama, là où on a construit les fusées dans les années 60. Et il a servi un discours en pointant directement la NASA, plutôt dur à l'endroit de la NASA. Il dit, la NASA parle de retourner sur la Lune en 2028. C'est beaucoup trop long. On doit y aller. L'administration de Donald Trump souhaite que les hommes soient à nouveau sur la Lune en 2024. Et là, il nous a lancé une pointe de flèche assez précise. Il a dit, les Américains qui iront sur la Lune, ils iront dans un lanceur américain, dans un vaisseau américain, et ce seront des Américains. Parce que tu le comprends, la NASA a peut-être
prêché à un moment donné par trop d'excès. On avait mal prévu la disparition du programme des navettes spatiales au début de 2011. Et depuis, c'est vrai que nos Américains qui vont dans l'espace, dans la Station spatiale internationale, ils vont à bord d'un vaisseau Soyouz. Ben oui. Fait que les Américains qui regardent ça à la télé n'ont peut-être pas envie de sortir, ont peut-être plus envie de sortir leur verre de vodka que de sortir un drapeau patriotique. On comprend. Et là, et à partir de là, il a dit, pourquoi 2028, comme le dit la NASA? En 1961, lorsque le président Kennedy avait lancé ce projet-là, il a fallu 8 ans aux Américains pour se rendre sur la Lune, alors qu'on n'y avait jamais été. Et là, pourquoi en faudrait-il 10 ou 12 pour y retourner, alors qu'on l'a déjà fait? C'est sûr que le contexte est différent, les missions sont différentes, l'objectif n'est pas le même, mais tu comprendras que pour les amateurs de complot, c'est peut-être que la NASA essaie de gagner du temps, parce que la première fois, peut-être qu'ils n'y sont jamais allés. Ah oui, bon, t'as dit, j'avais pas pensé à ça. Tu vois? Donc, on alimente la théorie du complot avec un discours comme celui-là. Merci Christian Page. Ça me fait plaisir, vendredi Bernard. prochain. Merci à Larry Dufresne, à Maryse Duchesneau, à Alexandra Marcoux, mon adorable équipe qui sont là chaque jour à mes côtés. Merci à vous les auditeurs, vous êtes super. On se reparle lundi. C'est Paul qui s'amène. Bye.